Donc, Guayapi, donc, qui est une marque commerciale dont va parler Clément et qui va nous expliquer comment Guayapi, à travers ses actions, préserve la forêt avec les Indiens Sateré-Maoué dans le cadre du projet Warana en Amazonie. Et exactement, merci beaucoup Estelle. Donc je suis Clément, je suis le directeur commercial de Guayapi et je vais vous parler de la filière Warana, comment sauver la forêt avec les Indiens Sateré-Maoué en Amazonie centrale du Brésil. Donc la présentation va se faire en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'endroit où vivent les Indiens Sateré-Maoué, vous présenter un peu qui ils sont. Ensuite, on va parler de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils récoltent dans la forêt. Ensuite, on abordera évidemment le thème du commerce équitable et dans la veine de ce qu'a évoqué Bastien avec beaucoup de passion, on parlera de la foresterie analogue, de Forest Garden Product, qui sera la réponse à votre question, Perry. Donc, les Indiens Sateré-Maoué, c'est une tribu indigène qui vit au Brésil et qui a découvert la plante Guarana. Nous, Guayapi, on travaille avec eux depuis 1995 pour être précis, mais la société a été fondée en 1990. Pour vous présenter rapidement ce qu'on fait, le projet de Guayapi, c'était de sourcer des matières premières qui sont issues de leur terre d'origine. Donc la terre d'origine, c'est l'endroit où ils sont apparus sur Terre. Et de créer des filières équitables avec des producteurs autochtones. Donc on voit tout de suite le lien avec les Indiens Sateré-Maoué, qui sont donc des fournisseurs, des producteurs de Guayapi. Tous nos produits doivent répondre impérativement à 3 critères fondamentaux qui, selon nous, ont une connexité très très forte entre eux et ne peuvent pas être dissociés. Donc il faut que ce soit des produits biologiques, donc qui soient sans intrants chimiques, que ce soit des produits issus du commerce équitable qui permettent aux producteurs de vivre décemment de leur travail. Et ça fait le lien avec ce qu'a évoqué Bastien, des produits issus d'environnements biodiversifiés, donc idéalement issus de forêts analogues. On a une approche un peu particulière chez Guayapi, parce qu'on part toujours des savoir-faire des producteurs. On regarde ce que savent faire les producteurs pour ensuite les proposer ces produits, ces petits trésors de la forêt aux consommatrices et aux consommateurs sur le marché essentiellement européen. On a une gamme qui du coup est extrêmement variée grâce à ça, puisqu'on propose des super aliments qui sont aussi souvent des compléments alimentaires, des produits d'épicerie fine et aussi des cosmétiques formulés en France. On fait partie de pas mal de collectifs comme Commerce Équitable France ou encore Cosme Bio, donc qui est la plus grosse association française enfin mondiale même de cosmétiques biologiques et qui a contribué à créer des standards assez exigeants sur la cosmétique. On fait partie donc de pas mal de travaux de groupe qui essaient de faire avancer les choses, que ce soit sur les questions du biologique ou du commerce équitable. Venons-en au nerf de la guerre, les Indiens Sateré-Maoué. Qui sont-ils? Que font-ils? Réponse en images. Alors, les Indiens Sateré-Maoué, ils vivent au Brésil sur une terre indigène délimitée que vous voyez ici donc, sur cette magnifique photo. C'est la terre indigène Andira Marao. Alors, Andira Marao, ce sont les noms des 2 fleuves en fait, qui parcourent la terre indigène. Vous le voyez, un ici et l'autre là. C'est une terre délimitée sur laquelle vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas une autorisation spécifique du président du Conseil général des tribus Sateré-Maoué. Donc, c'est vraiment un territoire assez fermé, entre guillemets, qui est réservé à ces populations indigènes. Un point très important, c'est une terre collective. Elle n'appartient pas à un seul individu. On est vraiment dans une logique opposée à la logique productiviste, donc qui dit, bah voilà, je possède cette terre, donc je vais essayer de la rentabiliser le plus possible, je vais faire de la monoculture intensive et je vais gagner plein d'argent. On est vraiment dans une logique opposée. Les Indiens Sateré-Maoué cherchent à préserver leur vie de communauté et à préserver leur forêt. Cette terre indigène, elle fait 788 324 hectares de surface. Alors, pour vous donner une comparaison, c'est à peu près la taille de la Corse. Donc en gros, vous prenez la Corse, vous la mettez en plein milieu de l'Amazonie et ça vous fait la terre indigène des Indiens Sateré-Maoué. Cette terre indigène, elle est composée à 90% de forêts primaires, donc de forêts tropicales naturelles, puisque comme Bastien l'a dit tout à l'heure, il y a 2 types de forêts, il y a les forêts anthropogéniques et les forêts naturelles. Donc là, on est sur 90% de forêts naturelles. 1 hectare de leur forêt séquestre à peu près 400 tonnes de carbone
par an et va fabriquer de l'oxygène. Donc, la préservation et le maintien de cette terre indigène est extrêmement important de ce point de vue-là, dans l'optique de produire de l'oxygène et d'avoir cet effet climatiseur dont parlait Bastien ce matin. Donc, finalement, les Satere Maoé ne le savent pas, mais ce sont des fabricants de climatiseurs. Alors, à titre de référence, pour vous donner une idée de comparaison, un vol Paris-New York, ça représente à peu près 2 tonnes de CO2, enfin de carbone par personne, en sachant qu'il y a quand même une différence entre le carbone fossile et le carbone biotique, mais ça permet de donner un ordre d'idée en fait de quoi on parle. Donc on parle de la filière Warana. Le Warana, c'est la plante traditionnelle des Indiens Satere Maoris. Ce sont eux qui l'ont découvert et c'est une plante qui a un rôle primordial dans leur culture, dans leur rite traditionnel. C'est une plante sur laquelle ils ont une forme de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est le Warana? Alors déjà, Warana, Guarana, comment ça s'écrit? Pourquoi cette différence d'orthographe? Parce que certains d'entre vous ont peut-être déjà découvert ou goûté du Guarana, mais peut-être pas forcément du Warana. La différence d'orthographe s'explique par un souci linguistique qu'ont eu les Portugais quand ils ont découvert la plante. Ils n'utilisaient pas le W à l'époque dans leur alphabet, et donc ils ont choisi d'appeler la plante Guarana. Alors qu'en langue Satere Maoé, ça se dit Warana. Et ça a un sens, ça veut dire le début de la connaissance, ou le principe de la connaissance. C'est un puissant dynamisant physique et cérébral. Donc c'est le petit noyau que vous voyez sur la droite, là, qui se récolte, qui se sèche et qui se réduit en poudre, et qui se consomme comme ça, en fait. Ça va augmenter la vigilance, l'attention. C'est un très bon produit pour la concentration, pour la mémoire. J'en ai pris évidemment un petit peu avant de faire cette présentation. Ce qui est intéressant d'ajouter, c'est que c'est un produit qui a été reconnu par Slow Food. Donc, Slow Food, c'est une association qui est d'origine italienne, mais qui a un rayonnement mondial extrêmement fort. En France, elle est peut-être un peu moins présente, mais c'est assez fort ce qu'ils arrivent à faire sur le globe de façon générale. C'est une association qui promeut les produits bons, propres et justes. Donc bons, que ce soit gustativement, propres pour la planète et justes pour le producteur. Et ils reconnaissent à travers un programme qui s'appelle les Sentinelles des produits qui sont emblématiques, donc des produits qui répondent vraiment à ces 3 critères de façon forte et qui ont besoin d'être protégés. C'est donc ce qu'on appelle une sentinelle, et le Warana est une sentinelle de Slow Food. Donc voici une magnifique photo de l'œil du Warana. Donc c'est un espèce de cousin de la vigne, on pourrait dire. Alors botaniquement non, mais ça ressemble un peu parce que c'est une liane qui va faire des espèces de grappes comme ça orange là que vous pouvez voir sur l'écran. Et à l'intérieur vous avez un noyau noir. Donc c'est le noyau qu'on va consommer. Là c'est très très zoomé, hein, c'est assez petit le Warana. Là ça vous donne une petite idée de mise à l'échelle. C'est un peu plus petit qu'un œil humain en fait. Donc cette photo est assez belle. On voulait vous la partager. Ici, vous avez une carte en fait de l'ère indigène des Indiens Satere Maoé avec toutes les zones où vous avez des producteurs de Warana. Donc, ils sont répertoriés, recensés, on les connaît tous. Donc, dans le Warana qu'on commercialise, on sait dire précisément quel producteur a fourni quelle quantité de Warana. Donc, ce qui est intéressant avec le fait que les Indiens Satere Maoé utilisent la foresterie analogue et récoltent ce qui vient de la forêt, c'est qu'il y a certes du Warana, mais pas que. Ils ont une biodiversité absolument énorme et une quantité de produits qu'ils savent fabriquer et qu'ils offrent qui est hallucinante. Donc le Warana, ça en est un, mais dans la forêt, vous trouvez aussi du Muirapuama, qui est un tonifiant musculaire, de l'Unia des gâteaux, qui est un stimulant du système immunitaire. Vous allez trouver des cosmétiques comme le Copaiba ou le Krajiru, de la fève de tonka, qui est un produit qui est plutôt utilisé par des restaurants 3 étoiles ou des gens qui travaillent dans la gastronomie pour faire des pâtes à tartiner ou des choses comme ça, de l'huile d'andiroba, qui est aussi un cosmétique. Alors ça, un point assez important, ce sont aussi des gens qui fabriquent du miel, du pollen et de la propolis, grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle des abeilles mélipones, donc qui sont natives d'Amazonie, qui ont en fait un impact pollinisateur. Et ces abeilles mélipones vont permettre d'augmenter la production des Indiens de 80% en moyenne. Donc c'est assez dingue en fait, juste avec un insecte, ce qu'on arrive à faire. Ils vont produire aussi du lapacho, du tecoma, c'est la même chose, c'est une plante pour l'immunité, de l'urucum, qui est leur plante tinctoriale traditionnelle, du genipapo, qui permet aussi de faire des tatouages de rituels. 2 choses qu'on n'a pas évoquées sur cette diapositive, ils produisent aussi de la farine de manioc et de l'huile essentielle de bois de rose, qui est une commodité qui a une valeur commerciale absolument énorme. Et ça fait le lien avec le commerce équitable.
Cet éventail de produits, c'est quelque chose que nous, on va sourcer, acheter aux Indiens Satserimawe. Donc, le cas le plus emblématique, c'est celui du guarana, puisqu'on l'achète 50 € le kilo, sachant que c'est entre 5 et 10 fois le prix moyen du guarana au Brésil. Et donc, ce delta entre le prix du marché et le prix que nous, on paye au consortium des producteurs Satserimawe, ça permet de financer énormément de choses. Et ce camembert vous donne la répartition en fait, du prix de ce kilo acheté aux producteurs. Donc, vous avez 21 € qui va directement à celui qui a récolté, ensuite une partie qui va à la transformation, une partie qui permet de l'investissement productif, etc. Et un point très important, c'est le financement de projets d'ethno-développement. Donc, l'ethno-développement, c'est un mot qui permet de faire pas mal de points au Scrabble, je pense, mais c'est aussi un mot qui a du sens. L'ethno-développement, c'est permettre aux communautés autochtones de s'autogérer et de créer, par exemple, chez les Indiens Satserimawe, une université locale basée sur les savoir-faire ancestraux. Ce commerce équitable, il se prolonge évidemment à l'arrivée du produit en France, puisque chaque centime, en fait, quand vous achetez une boîte de Guarana Guayapi, chaque centime est justifié à travers des graphes qui sont présentés sur cette slide. Donc, on sait vous dire précisément où va chaque euro que vous avez dépensé dans cette boîte. Donc, par exemple, les gens nous demandent parfois, mais votre boîte, elle est jolie et tout, peut-être qu'elle coûte un peu cher, etc. Ben là, c'est détaillé, en fait. La boîte, elle coûte 95 centimes, pour être précis, et le conditionnement nous a coûté 35 centimes par boîte. Voilà. Donc, une transparence totale qui permet au consommateur de savoir précisément dans quoi il investit son argent. Donc, on en vient à la partie qui nous intéresse le plus, c'est la foresterie analogue et comment les Satserimawe en fait, vont vivre en symbiose avec leur écosystème et vont utiliser les techniques de foresterie analogue pour produire. Donc, le warana, il est issu d'une semi-domestication. Donc, concrètement, ça veut dire que les Satserimawe replantent des espèces de buissons, d'abord à l'approche de leur maison, puis ensuite dans une forêt qui est un peu moins dense, puis au fur et à mesure, on s'avance et on est de plus en plus dans la forêt tropicale, naturelle, primaire. Donc, une image vaut 1000 mots. Voici un exemple, en fait. Vous voyez sur la gauche de l'image, c'est une forme de maison Satserimawe traditionnelle. Et là, en plein milieu de la danse, vous avez deux gros buissons de warana qui vont produire constamment des graines de warana qui vont pouvoir donc récolter, transformer traditionnellement et vendre notamment à Guayapi. Et là, vous êtes dans le continuum, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu plus loin, donc vous avez un autre buisson de warana en plein milieu et vous êtes quand même plongé dans la forêt. Donc là, on s'avance encore plus loin, on est toujours plus loin dans la forêt. Vous avez nos charmants producteurs qui sont illustrés à l'écran et on est vraiment sur un système de foresterie analogue. Donc là, on est quand même sur une forêt anthropogénique, c'est-à-dire que ce sont les Indiens qui ont créé une architecture qui leur a permis de développer toutes ces plantes ici. Donc on est au-delà de la polyculture, on est vraiment sur des micro-plantations complexes avec énormément d'espèces différentes sur un lieu donné. Ça leur permet de récolter plein de choses. Alors, certains ont tendance à avoir un discours qui est de dire mais vous n'allez pas nourrir grand monde avec tout ça. C'est bien joli, mais ça ne produit pas grand-chose. Il faut faire des monocultures, il faut produire, il faut utiliser des produits phytosanitaires. En fait, pas vraiment, puisque la forêt, cette biodiversification, elle permet une production extrêmement abondante. Chaque année, les Indiens Satserimawe récoltent plus de 10 tonnes de warana dans la forêt, en plus de tous les produits que je vous ai cités avant. Donc c'est absolument énorme en fait la générosité qu'a la forêt et tout ce qu'on peut y trouver. Et cette production, elle est totalement rentabilisée grâce au commerce équitable qu'on a, nous, avec cette communauté. En plus, là où ça va encore plus fort, c'est que non seulement la production est abondante, mais elle ne nécessite quasiment aucun entretien. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'architecture est créée et qu'on a la forêt analogue qui est en place, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour récolter énormément. Alors, je vais oser un parallèle avec un ancien homme politique français en disant que les Indiens Satserimawe travaillent moins pour gagner plus. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'ajouterais
que grâce au projet Warana, entre autres, les Indiens Sateremawe peuvent préserver leur mode de vie et leur population a aussi évolué puisqu'elle a quasiment triplé en 20 ans. Et ça leur évite d'avoir des jeunes qui s'enfuient faute de débouchés en fait, pour aller travailler dans des usines potentielles, dans les favelas, etc. Ils ont un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Ce matin, on parlait de pauvreté. Alors effectivement, souvent, les critères de pauvreté sont définis par rapport à un revenu éventuel ou par des questions financières. Je vais aller peut-être à l'encontre de ça, parce que le mode de vie de chasseur-cueilleur, ça a été établi qu'un chasseur-cueilleur travaille en moyenne 20 heures par semaine pour subvenir à ses besoins. 20 heures par semaine, c'est pas énorme en fait. Et du coup, ça veut dire que tout le reste de la semaine, c'est du temps libre qu'il peut faire à n'importe quelle activité. Donc, bon, les Indiens Sateremawe n'ont pas Netflix, mais voilà, peut-être qu'en Europe, c'est une idée à soumettre. Par ailleurs, quand l'agriculture est apparue, on pense tous que l'agriculture, c'est une révolution absolument exceptionnelle. Donc, l'agriculture, c'est à 10 000 ans à peu près à l'échelle de l'humanité, c'est pas énorme. Des archéologues ont fait des découvertes sur des ossements en fait, de cette époque-là, quand il y a eu une transition. Ils ont comparé des ossements de chasseurs-cueilleurs et des ossements d'agriculteurs. Et les ossements d'agriculteurs étaient extrêmement délabrés. Donc ils se sont dit, mais il y a peut-être deux espèces en fait qui cohabitent. Et en fait, non, c'est juste que l'agriculture a sonné le début des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques, des activités répétitives et aussi l'apparition de pas mal de maladies. Donc, par exemple, on pense que la tuberculose, ça serait lié à l'élevage bovin. Ça serait apparu à cause de l'élevage bovin. Et le fait de mettre des céréales en rang d'oignon, comme le fait la monoculture, ça nécessite l'utilisation de pas mal de produits phytosanitaires parce que ça favorise l'apparition des maladies. Grâce à la forêt, pas besoin de tout ça, et en même temps, on peut produire énormément et largement suffisamment pour nourrir la planète, contrairement à ce que certains peuvent penser. J'ajouterai un mot sur la foresterie analogue. Il y a une certification qui existe qui s'appelle Forest Garden Product, dont les standards sont émis par l'IAFN, dont Bastien a longuement parlé ce matin. Donc, Forest Garden Product, c'est une certification qui garantit l'origine biologique, équitable et biodiversifiée des produits. Donc, une espèce de triple couronne qui permet d'avoir vraiment tous les critères fondamentaux que Guayapi avait choisis dès le départ, en fait. Et du coup, cette certification, donc, qui peut être établie par n'importe quel organisme certificateur s'il a les savoir-faire qui lui sont transmis par l'IAFN, permet de proposer aux consommateurs des produits qui couvrent ces trois critères. Voilà, donc pour cette partie-là, je pense avoir tout dit. Je vous remets les jolies petites photos des producteurs, si vous voulez. Histoire qu'on voyage un peu. Ouais. Voilà, là, vous avez fait 10 000 km pendant la Covid, c'est assez sympa. On s'y croit, on s'y croit. Merci beaucoup, Clément.